vous ne pouvez pas embarquer avec un document aussi douteux. La voix de Claire Dupont, agente d'embarquement à l'aéroport Charles de Gaulle, claqua comme un fouet dans le brouhaha du terminal 2F. Elle brandissait un passeport sous la lumière crue du comptoir, scrutant la photo avec une suspicion théâtrale, ses lèvres pincées en un rictus de méfiance. Devant elle, Amélie Dubois, une femme noire d'une quarantaine d'années, vêtue d'un sweatshirt élimé aux couleurs de l'université Sorbonne et d'un jean délavé, gardait un calme olympien. Ses yeux sombres, perçants, trahissaient une intelligence aiguisée et une patience forgée par des années d'expérience dans les salles d'audience. « Mon passeport est parfaitement valide, madame. Vérifiez votre système, je vous prie, répondit-elle, sa voix posée mais ferme, un contraste saisissant avec l'agressivité de Claire. Les murmures des autres passagers s'amplifièrent, comme une vague montant dans la zone d'embarquement. Certains pointèrent du doigt, d'autres sortèrent leur téléphone, avides de capturer ce qui semblait être le prélude à un scandale. Claire, une femme de 45 ans, cheveux blonds tirés en un chignon impeccable, fortée de ses 18 ans d'expérience chez Étoile Airlines, agita le passeport avec un geste dédaigneux. Les gens comme vous savent être très créatifs avec les faux documents, lança-t-elle, son ton chargé d'un mépris si palpable qu'il fit frissonner l'assemblée. Ce que Claire ignorait, c'était qu'elle venait de s'en prendre à Amélie Dubois, juge fédérale respectée du tribunal de grande instance de Paris, et qu'elle s'apprêtait à commettre un crime fédéral qui ferait trembler les fondations de sa compagnie aérienne. Amélie, épuisée après une conférence judiciaire à Nice, ne désirait qu'une chose, rentrer chez elle, dans son appartement du 7e arrondissement, pour retrouver le calme de sa bibliothèque et une tasse de thé fumante. La conférence, organisée par le Conseil supérieur de la magistrature, avait été intense. Amélie y avait présenté ses recherches sur la réforme pénitentiaire, un sujet qui lui tenait à cœur depuis ses débuts comme magistrate. Ses collègues, venus de toute la France, avaient applaudi sa présentation, saluant son éloquence et son engagement pour une justice plus équitable. Mais à présent, vêtue de ce sweatshirt usé, un souvenir de ses années étudiantes, et de baskets défraîchies, elle ressemblait à n'importe quelle voyageuse fatiguée, fondue dans la foule bigarrée de l'aéroport. Son billet en première classe, acheté sur un coup de tête via son téléphone, était une rare indulgence, une récompense après des semaines de travail acharné. Elle avait économisé pour ce luxe, un moment de confort dans un quotidien rythmé par les dossiers épineux et les audiences marathon. À la porte C12, elle remarqua immédiatement le comportement de Claire Dupont. L'agente, tout sourire avec une famille bourgeoise blanche, un couple élégant accompagné de 2 enfants impeccablement habillés, les escortait avec une courtoisie exagérée vers l'embarquement prioritaire. Mais lorsqu'un étudiant maghrébin, cartable sur l'épaule, s'approcha pour poser une question, Claire leva à peine les yeux de son écran. « Suivant » aboya-t-elle, son ton sec comme un coup de règle sur un bureau d'écolier. Amélie, forte de ses 15 ans d'expérience judiciaire, reconnut immédiatement les signes d'un traitement inégal. Elle avait vu ce genre de comportement dans les prétoires, dans les commissariats, dans les administrations. Une discrimination subtile mais systématique, enracinée dans des préjugés qu'on ne nommait jamais à voix haute. Elle s'avança vers le comptoir, tendit son téléphone pour montrer sa carte d'embarquement et présenta son passeport comme pièce d'identité. Claire jeta un coup d'œil au document, puis dévisagea Amélie de haut en bas, lentement, comme si elle cherchait une faille. Son expression changea, passant de l'indifférence à une suspicion ouvertement hostile. « Un passeport pour un vol domestique » dit-elle, la voix chargée de sous-entendus. « C'est intéressant. » Amélie garda son calme, habituée à ce genre de micro-agression. « C'est ma principale pièce d'identité, » répondit-elle simplement. Claire brandit le passeport sous la lumière, feignant une expertise de détective. « Cette photo ne vous ressemble pas vraiment, » dit-elle, un sourire narquois aux lèvres. « Et ce sweatshirt ? Disons que ça ne correspond pas tout à fait à la première classe, n'est-ce pas ? » Les autres passagers dans la file commencèrent à s'agiter, certains chuchotant, d'autres fixant Amélie avec curiosité. Jean, un père de famille et d'une trentaine d'années, voyageant avec sa fille adolescente Aïcha, fronça les sourcils. Il murmura à sa fille, « Ce n'est pas normal,
elle n'a rien fait de mal. Aïcha, les écouteurs autour du cou, hocha la tête, mal à l'aise. Sophie, une jeune collègue de Claire, tenta d'intervenir. Claire, peut-être qu'on devrait vérifier dans le système avant de. Mais Claire la coupa net d'un regard glacial. Je sais ce que je fais, Sophie. Reste à ta place. Le ton de Claire monta d'un cran, comme si elle cherchait à faire un spectacle. Ce document est suspect. Annonça-t-elle d'une voix forte, brandissant le passeport comme un procureur exhibant d'une preuve accablante. Vous ne correspondez pas à l'image d'une passagère de première classe. Regardez-vous. Amélie sentit une vieille blessure se rouvrir, celle de l'injustice, celle qu'elle avait juré de combattre lorsqu'elle avait prêté serment comme magistrate. Mais elle resta impassible, sa formation judiciaire prenant le dessus. Y a-t-il un problème précis avec mon passeport ? Demanda-t-elle, son ton toujours mesuré. Claire ricana, s'approchant si près qu'Amélie pouvait sentir son parfum trop sucré. Vos cheveux, vos vêtements. Tout ça ne colle pas. Les gens comme vous pensent pouvoir tromper le système, mais pas avec moi. Le sous-texte raciste était clair, suspendu dans l'air comme une accusation muette. Jean, indigné, s'avança, serrant la main d'Aïcha. C'est inacceptable. Lança-t-il. Vous ne pouvez pas parler comme ça à une passagère. Claire l'ignora, savourant l'attention croissante de la foule. Sophie, rouge de honte, baissa les yeux, triturant nerveusement son badge. La tension grimpa encore. Claire, enhardie par le silence de ses collègues et l'attention des badauds, éleva la voix. Cette photo de passeport ne vous ressemble pas du tout. Déclara-t-elle, agitant le document en l'air. Vos cheveux sont différents, vos vêtements ne sont pas adaptés à la première classe. Amélie, toujours calme, répondit. Les cheveux changent, madame. Les vêtements sont une question de goût. Le passeport, lui, est valide. Claire éclata d'un rire froid. Valide ? Dit-elle, moqueuse. Je fais ce métier depuis 18 ans, je sais reconnaître un faux document quand j'en vois un. La foule s'épaississait, les téléphones braquaient sur la scène. Jean filmait toujours, murmurant à Aïcha. Vomsé, ça va mal finir, cette histoire. Claire, grisée par l'attention, continua. Les gens comme vous pensez de pouvoir s'infiltrer en première classe avec de faux papiers. Pas sous ma surveillance. Amélie sentit sa mâchoire se crisper, mais elle resta maître d'elle-même. Les gens comme moi ? Demanda-t-elle, sa voix douce mais tranchante. Qu'entendez-vous par là, exactement ? Claire, abandonnant toute retenue, s'approcha encore. Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous n'avez pas votre place dans les sièges premium. Regardez-vous. Un frisson parcourut l'assemblée. Plusieurs passagers semblaient mal à l'aise, certains chuchotant pour appeler la sécurité. Une femme âgée, élégamment vêtue, s'avança. Excusez-moi, mais c'est tout à fait inapproprié, dit-elle à Claire. Vous devriez avoir honte. Claire se retourna brusquement. Joe ? Madame, reculez. Je gère un problème de sécurité. Mais Amélie, sentant le moment critique approcher, intervint. Dim ? Madame, je vous suggère de valider ma carte d'embarquement et de me laisser monter à bord. Les yeux de Claire s'enflammèrent de rage. Je vous suggère de prendre votre faux passeport et de sortir de mon aéroport, hurla-t-elle. La confrontation atteignit son paroxysme. Claire, emportée par sa colère, saisit le passeport d'Amélie à deux mains et le déchira en deux. Le bruit du papier déchiré résonna comme un coup de tonnerre. Les morceaux tombèrent au sol, l'aigle fédéral en lambeaux, la photo d'Amélie séparée de ses informations personnelles. La foule retint son souffle. Même les enfants,
qui bavardaient bruyamment quelques instants plus tôt, se turent. Amélie baissa les yeux vers les débris de son passeport, puis releva la tête, son regard glacial. La voyageuse fatiguée avait disparu, à sa place se tenait la juge fédérale Amélie Dubois, incarnation de l'autorité et de la justice. « Madame » dit-elle, sa voix aussi froide que l'acier, « vous venez de commettre un crime fédéral. » Claire rit nerveusement. « De quoi parlez-vous » ? C'était un faux document. Amélie sortit son téléphone, composa un numéro. « Ici la juge fédérale Amélie Dubois », dit-elle calmement. « Je signale un crime fédéral à l'aéroport Charles de Gaulle, porte C12. Une employée d'Étoile Airlines, Claire Dupont, vient de détruire mon passeport officiel. » Claire pâlit, ses jambes tremblantes. « Vous bluffez. » balbutia-t-elle. « Dieu. Vous ne pouvez pas être juge. Regardez vos vêtements. » Amélie couvrit le combiné un instant. « Les juges fédéraux ne portent pas de robe pour voyager, Madame Dupont. » Sophie, horrifiée, tenta de ramasser les morceaux du passeport, mais Amélie l'arrêta d'un geste. « Laissez-les. Ce sont des preuves. » En quelques minutes, la police de l'aéroport arriva, suivie de près par des agents fédéraux en civil. Jean, toujours en train de filmer, murmura à Aïcha. « C'est incroyable, elle est vraiment juge. » Aïcha, impressionnée, hocha la tête. La foule s'écarta pour laisser passer les autorités. Un agent du FBI, Sarah Leclerc, s'approcha d'Amélie. « Votre honneur, êtes-vous blessée » demanda-t-elle. « Pas physiquement » répondit Amélie. « Mais un bien fédéral a été détruit, et je suspecte une violation des droits civils. » Claire, désormais en panique, tenta de se justifier. « C'est un malentendu. Je pensais qu'elle mentait. Elle ne ressemble pas à une juge. » Mais ces mots sonnaient creux. Sophie, au bord des larmes, murmura. « Claire, tu es allée trop loin. » Le hall d'embarquement, autrefois bruyant, était maintenant figé dans un silence tendu. Les agents fédéraux établirent un périmètre de sécurité, tandis que Sarah Leclerc recueillait les premières déclarations. Jean s'approcha timidement. « J'ai tout filmé, » dit-il, tendant son téléphone. « Ça pourrait vous aider. » Amélie hocha la tête en signe de gratitude. « Merci, monsieur. Votre témoignage sera précieux. » Alors que les agents emmenaient Claire pour un interrogatoire, Pierre Lambert, le superviseur de l'équipe, arriva en trombe, l'air affolé. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, essoufflé. Amélie le fixa droit dans les yeux. « Êtes-vous le supérieur de Madame Dupont » Pierre acquiesça, nerveux. « Oui, je suis Pierre Lambert. Y a-t-il un problème » Amélie répondit, sa voix tranchante, « Votre employé vient de détruire mon passeport fédéral. Je suis la juge fédérale Amélie Dubois. Nous discuterons de cela avec les enquêteurs fédéraux. » Le visage de Pierre devint blême. L'incident, loin d'être un simple malentendu, venait d'ouvrir la boîte de Pandore d'Étoile Airlines. Le déchirement d'un passeport à l'aéroport Charles de Gaulle avait allumé une mèche qui menaçait de faire exploser Étoile Airlines. Ce qui semblait être une simple altercation à la porte C12 s'était transformé en une affaire fédérale, attirant l'attention des autorités, des médias et du public. Amélie Dubois, juge fédérale respectée, se tenait dans une salle d'interrogatoire improvisée au cœur du terminal 2F, face à l'agent du FBI Sarah Leclerc. La pièce, austère, sentait le café froid et le plastique des chaises. « Votre honneur, pouvez-vous nous raconter l'incident en détail » demanda Sarah, son stylo suspendu au-dessus d'un carnet, son ton professionnel mais empreint de respect. Amélie, toujours vêtue de son sweatshirt usé de la Sorbonne, croisa les bras, son regard acéré. « Tout a commencé lorsque Claire Dupont a décidé que mon apparence ne correspondait pas à celle d'une passagère de première classe, commença-t-elle, sa voix calme mais précise, comme si elle plaidait dans une salle d'audience.
Elle décrivit chaque étape de l'humiliation. Le ton narquois de Claire, les accusations de faux documents, le mépris racial à peine voilé, et enfin, le geste irréparable, le déchirement de son passeport fédéral. J'ai vu un homme blanc en costume passer en 30 secondes, tandis qu'un étudiant asiatique a été interrogé pendant 5 minutes sur ses documents, ajouta-t-elle. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma. Sarah hocha la tête, notant chaque mot avec soin, tandis qu'un autre agent collectait les images des caméras de sécurité. À l'extérieur, Claire Dupont, désormais sous surveillance policière, était interrogée dans une pièce adjacente. Elle balbutiait, le visage blême, tentant de se défendre. Je pensais qu'elle mentait. Regardez ses vêtements, elle ne ressemblait pas à une juge. Mais ses justifications sonnaient creux face à l'ampleur de l'acte qu'elle venait de commettre. Pendant ce temps, Pierre Lambert, le superviseur de Claire, arpentait nerveusement le hall de l'aéroport, son téléphone vibrant sans cesse de messages de ses supérieurs. À 50 ans, Pierre était un homme habitué à gérer les crises en coulisses. Depuis 8 ans qu'il dirigeait l'équipe d'embarquement d'Étoile Airlines, il avait perfectionné l'art de faire disparaître les plaintes. Claire est rigoureuse sur la sécurité, répétait-il à chaque fois qu'un passager se plaignait de son comportement. Cette fois, cependant, la situation lui échappait. Il tenta de calmer les esprits en s'adressant à l'agent Leclerc. « C'est un malentendu », plaida-t-il, ajustant nerveusement sa cravate. Claire a peut-être été un peu zélée, mais elle ne pensait pas à mal. Sarah le fixa, impassible. Monsieur Lambert, détruire un passeport fédéral n'est pas un malentendu. C'est un crime. Et nous enquêtons sur des allégations de discrimination systématique. Pierre déglutit, sentant le poids des mots de l'agent. Ce qu'il ignorait, c'était qu'une tempête bien plus grande se préparait, alimentée par une source inattendue, Julien, un employé discret du département informatique d'Étoile Airlines. Julien, un jeune homme de 28 ans aux lunettes rondes et à l'allure timide, travaillait dans l'ombre des serveurs de l'entreprise. Depuis des années, il voyait passer des emails internes qui le mettaient mal à l'aise. Des plaisanteries racistes entre superviseurs, des instructions codées pour cibler certains passagers, des rapports falsifiés pour étouffer les plaintes. Hanté par son silence, Julien décida qu'il était temps d'agir. Tard dans la nuit, alors que l'aéroport était plongé dans un calme relatif, il contacta le FBI via une ligne sécurisée. « J'ai des preuves », murmura-t-il à Sarah Leclerc, sa voix tremblante mais résolue. « Des emails, des documents. Ils montrent que Claire n'agissait pas seule. C'est toute une culture chez Étoile Airlines. » Sarah, intriguée, organisa une rencontre secrète dans un café discret près de la place de la République. Julien arriva, une clé USB dans la poche, contenant des centaines d'emails incriminants. Ils utilisent des termes comme « indésirables » pour désigner les passagers non blancs, expliqua-t-il, poussant la clé vers elle. Ils retardent leur vol, perdent leurs bagages, les placent sur des listes noires internes. Pierre Lambert savait tout et couvrait Claire. Sarah examina les documents, son visage s'assombrissant à chaque ligne. Les emails révélaient un système bien huilé, Claire et d'autres agents recevaient des instructions implicites pour harceler les passagers issus de minorités, tandis que Pierre falsifiait les rapports pour protéger ses employés préférés. Un email particulièrement choquant, envoyé par Pierre à un autre superviseur, plaisantait sur la nécessité de tenir les indésirables à l'écart des sièges premium. Pendant ce temps, l'incident à la porte C12 faisait déjà des vagues au-delà de l'aéroport. Marianne, une journaliste d'investigation du journal Le Monde, reçut une fuite anonyme, probablement de Julien, contenant des extraits des emails. Marianne, connue pour ses enquêtes percutantes sur les abus de pouvoir, comprit immédiatement l'ampleur du scandale. Elle passa la nuit à rédiger un article intitulé « Étoile Airlines, un système raciste au cœur des cieux ». Publié le lendemain matin, l'article détaillait comment l'entreprise avait détourné des subventions européennes destinées à la formation à la diversité pour financer des primes de cadres. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les hashtags #MavJustice pour Amélie et ça l'étoile raciste devenant viraux.
Les passagers partageaient leurs propres histoires d'humiliation, une femme sénégalaise forcée de prouver qu'elle pouvait se permettre un billet en classe affaires, un étudiant indien retardé pendant des heures, sans explication, une famille maghrébine séparée lors de l'embarquement. Marianne, sentant qu'elle tenait une affaire majeure, contacta François, un ancien passager qui avait été victime de Claire lors d'un vol précédent. François, un médecin d'une 50aine d'années, raconta son expérience avec une émotion contenue. « Elle m'a traité comme un voleur. » dit-il, la voix tremblante. Elle a exigé que je montre mes relevés bancaires pour prouver que mon billet n'était pas volé. L'histoire de François, publiée dans un second article, alimenta la colère publique et attira l'attention des autorités européennes. Amélie, en tant que victime, fut convoquée pour une déposition formelle dans les bureaux du FBI à Paris. Elle s'y rendit, toujours dans sa tenue décontractée, refusant de jouer le jeu des apparences. Ce n'est pas seulement Claire, expliqua-t-elle à Sarah Leclerc. C'est une culture d'entreprise qui permet à la discrimination de prospérer. J'ai vu des agents traiter les passagers blancs avec courtoisie, tandis que les minorités étaient systématiquement harcelées. Elle décrivit les détails de l'incident avec une précision judiciaire, évitant tout rôle de magistrate pour rester impartiale. J'ai payé mon billet au prix fort, ajouta-t-elle. Mes documents étaient en règle. Le vrai problème, c'est que Claire a jugé mon apparence avant mes droits. Sarah acquiesça, impressionnée par la clarté d'Amélie. Les preuves s'accumulaient rapidement. Les vidéos de sécurité montraient Claire ciblant systématiquement les passagers non blancs, posant des questions inutiles, retardant leurs embarquements. Un enregistrement montrait même Claire riant avec un collègue après avoir donné une leçon à un passager indien en lui confisquant temporairement son bagage à main. Pierre Lambert, confronté aux premières preuves, tenta de minimiser l'affaire. Claire est une employée exemplaire, insista-t-il lors d'un interrogatoire. Elle est juste très stricte sur les protocoles de sécurité. Les emails fournis par Julien racontaient une autre histoire. L'un d'eux, datant de 6 mois, montrait Pierre félicitant Claire pour avoir géré un passager qui avait osé se plaindre de discrimination. Continuez à tenir les indésirables à l'écart, écrivait-il, suivi d'un emoji de clin d'œil. Sarah présenta l'email à Pierre, qui pâlit. Ce n'était qu'une blague, balbutia-t-il. Une blague qui viole les lois sur les droits civils, rétorqua Sarah. Et qui pourrait vous coûter votre carrière. L'enquête s'étendit au directeur régional, Jacques Morel, un homme d'une 60aine d'années à l'allure soignée, connu pour son charisme et en public mais sa complaisance en privé. Jacques arriva à l'aéroport, paniqué, alors que les médias campèrent devant le siège d'Étoile Airlines. Je n'étais pas au courant des agissements de Claire, jura-t-il à Sarah. Mais les dossiers montraient qu'il avait approuvé les primes de Pierre malgré 12 plaintes officielles contre Claire en 3 ans, toutes classées sans suite. Vous avez fermé les yeux, dit Sarah, montrant un rapport interne où Jacques qualifiait les plaintes de « broutilles ». L'enquête révéla un système encore plus sombre. Étoile Airlines avait mis en place des quotas non officiels pour des « inspections supplémentaires », ciblant les passagers en fonction de leur race ou de leur apparence. Les agents comme Claire recevaient des instructions implicites pour retarder les vols, perdre les bagages ou créer des problèmes administratifs pour les passagers issus de minorités, surtout ceux voyageant en classe premium. Un document interne, découvert par Julien, détaillait une politique de « gestion des profils à risque », un euphémisme pour désigner les minorités ethniques. Ces pratiques, bien que jamais écrites explicitement, étaient encouragées par des primes accordées aux agents ayant le moins de plaintes officielles, des plaintes que Pierre s'assurait de faire disparaître. Amélie, informée de ces découvertes, sentit une colère froide monter en elle. En 15 ans de magistrature, elle avait vu des accusés tenter de se cacher derrière des excuses, mais rarement un système aussi organisé pour institutionnaliser l'injustice. Marianne, la journaliste, intensifia la pression en publiant un 3e article, révélant que Étoile Airlines avait détourné 1,8 million d'euros de subventions européennes destinées à des programmes de formation à la diversité. Cet argent, censé financer des ateliers sur l'égalité,
avaient été redirigés vers les comptes personnels de cadres comme Jacques Morel. L'article provoqua un tollé. Des manifestations s'organisèrent devant le siège de l'entreprise, et des passagers annulèrent leurs réservations en masse. Les actions d'Étoile Airlines chutaient de 20% en une journée, et les investisseurs commencèrent à paniquer. Julien, conscient des risques qu'il prenait, reçut une menace anonyme par email, probablement d'un collègue loyal à Pierre. « Tu vas le regretter », disait le message. Mais Julien, soutenu par Marianne, refusa de se taire. Il transmit d'autres documents au FBI, notamment des enregistrements de réunions où Pierre plaisantait sur la nécessité de « discipliner » les passagers qui ne savent pas rester à leur place. Amélie, de son côté, fut invitée à témoigner devant l'Assemblée nationale. La députée Claire Moreau, une figure montante de la gauche progressiste, contacta Amélie directement. « Votre honneur, votre témoignage pourrait changer les choses », lui dit-elle au téléphone. « Nous avons besoin de votre voix pour réformer l'industrie. » Amélie accepta, non pas en tant que juge, mais en tant que victime d'un crime fédéral. Elle passa la soirée à préparer son discours, relisant les notes de son expérience et les témoignages de François et d'autres passagers. Elle savait que son intervention ne se limiterait pas à Étoile Airlines. Elle devait exposer les failles systémiques de tout un secteur. Alors qu'elle terminait ses notes, son téléphone sonna. C'était Jean, le passager qui avait filmé l'incident. « Je voulais juste vous dire merci. » dit-il, sa voix émue. Et ma fille Aïcha voyage souvent seule, et grâce à vous, je sais qu'elle sera mieux protégée. Amélie sourit, touchée. C'est pour des gens comme Aïcha que je fais ce métier, oh oui, répondit-elle. À la fin de la semaine, Étoile Airlines était au bord du gouffre, et Amélie se préparait à entrer dans l'arène politique, déterminée à transformer son traumatisme en un levier pour la justice. L'incident du passeport déchiré à l'aéroport Charles de Gaulle avait déclenché une onde de choc qui secouait non seulement Étoile Airlines, mais l'ensemble de l'industrie aérienne française. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique infligée à Amélie Dubois, juge fédérale respectée, s'était transformé en un scandale national, révélant un système de discrimination profondément enraciné. Dans la salle imposante de l'Assemblée nationale, Amélie se tenait face à un parterre de députés, son tailleur noir sobre contrastant avec la solennité des lieux. Derrière elle, un drapeau tricolore flottait doucement, symbole d'une république qui se voulait garante de l'égalité. Ce qui m'est arrivé à la porte C12 n'était pas un incident isolé, commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans la salle comble. C'était le résultat prévisible d'une culture d'entreprise qui protège les préjugés au lieu de protéger les citoyens. Les caméras de télévision retransmettaient son discours en direct, capturant chaque mot pour des millions de Français. La députée Claire Moreau, une femme énergique d'une quarantaine d'années, membre éminent de la Commission des Transports, hocha la tête avec approbation. Connue pour son engagement en faveur des droits civiques, elle avait personnellement insisté pour qu'Amélie témoigne. « Votre honneur ?» demanda-t-elle, son ton empreint de gravité, « comment pouvons-nous empêcher que de tels abus se reproduisent ?» Amélie, droite comme la justice qu'elle incarnait, répondit sans hésiter. Par des rapports obligatoires sur toutes les plaintes pour discrimination, des sanctions financières qui frappent là où ça fait mal, les profits des entreprises, et un contrôle indépendant pour garantir le respect des lois. Son discours, précis et percutant, fit vibrer l'Assemblée. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les hashtags #Amélie et égalité dans les cieux devenant viraux, portés par des milliers de témoignages de passagers ayant subi des humiliations similaires dans les aéroports, les gares et même les hôtels. Pendant ce temps, l'enquête fédérale, menée conjointement par le FBI et les autorités françaises, prenait une ampleur sans précédent. Sarah Leclerc, l'agent du FBI en charge, présenta ses conclusions à Amélie et aux procureurs fédéraux dans un bureau discret du palais de justice de Paris. « Votre honneur, dit-elle, un dossier épais sous le bras. Étoile Airlines a falsifié des rapports destinés au ministère des Transports pendant 5 ans. Ils ont dissimulé des statistiques sur la diversité, ignoré des plaintes et détourné 1,8 million d'euros de subventions européennes destinées à la formation antidiscrimination.
Les preuves étaient accablantes. Des emails internes montraient des cadres plaisantant sur l'exclusion des indésirables des services premium, tandis que des documents financiers révélaient que l'argent public avait été utilisé pour financer des primes extravagantes pour des dirigeants comme Jacques Morel, le directeur régional. Sarah ajouta, « Nous avons aussi découvert des listes noires. Les passagers qui se plaignaient de discrimination étaient signalés dans le système informatique comme à risque, ce qui entraînait des retards, des pertes de bagages, voire des refus d'embarquement. » Amélie, écoutant attentivement, sentit une colère froide monter en elle. En 15 ans de magistrature, elle avait vu des injustices, mais rarement un système aussi cynique, conçu pour punir ceux qui osaient revendiquer leurs droits. C'est une entreprise criminelle déguisée en compagnie aérienne, dit-elle, sa voix ferme. Ils ont transformé le service client en une arme pour humilier et exclure. Claire Dupont, l'agente responsable de l'incident, fut inculpée pour destruction de documents fédéraux et violation des droits civiques, des chefs d'accusation passibles de 15 ans de prison. Lors de son interrogatoire, elle fondit en larmes, murmurant « Je suivais juste les ordres. Je ne savais pas qu'elle était juge. » Amélie, présente en tant que victime, la fixa sans ciller. « Madame Dupont, la question n'est pas ce que je fais dans la vie. La question est pourquoi vous m'avez traité différemment des autres passagers. » Claire n'avait pas de réponse. Pierre Lambert, son superviseur, fut également arrêté pour complicité et fraude. Les preuves fournies par Julien, l'employé IT lanceur d'alerte, montraient que Pierre avait activement dissimulé 12 plaintes contre Claire, rédigeant des rapports dédaigneux qualifiant les victimes de « trop sensibles » ou de « chercheurs de privilèges ». Jacques Morel et Isabelle Dupont, la responsable de la diversité, furent inculpés pour avoir falsifié des rapports aux autorités européennes, certifiant que Étoile Airlines respectait les lois sur les droits civils alors qu'ils en étaient loin. Isabelle, confrontée aux preuves, éclata en sanglots. « J'ai rapporté ce que la direction me demandait, » gémit-elle. Amélie, impassible, répondit. « Vous aviez le devoir de protéger les passagers, pas de couvrir la corruption. » Julien, le héros discret de l'affaire, fut célébré dans les médias. Le Monde, grâce à Marianne, la journaliste d'investigation, publia un portrait élogieux intitulé « Le courage d'un informaticien face à l'injustice ». Julien, toujours modeste, accepta une médaille pour son courage civique lors d'une cérémonie discrète à la mairie de Paris. Mais il savait que son acte avait un coût. Il reçut des menaces anonymes de collègues loyaux à Pierre, et son poste chez Étoile Airlines devint intenable. Marianne, déterminée à protéger son informateur, l'aida à trouver un emploi dans une ONG de défense des droits humains. « Vous avez fait ce que beaucoup n'auraient jamais osé », lui dit-elle, un sourire encourageant aux lèvres. Julien rougit, murmurant « Je ne pouvais plus me taire. Pas après ce que j'ai vu. » François, le médecin qui avait partagé son expérience d'humiliation avec Marianne, devint une voix importante dans l'affaire. Lors d'une conférence de presse organisée par une association de défense des droits civiques, il raconta comment Claire l'avait forcé à prouver qu'il pouvait se permettre un billet en classe affaires, le traitant comme un criminel devant sa famille. « J'ai senti que je n'étais pas un passager, mais un suspect, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Son témoignage, diffusé à la télévision nationale, toucha des millions de Français, renforçant l'élan pour des réformes. François rencontra Amélie lors d'un événement caritatif à Paris. « Merci, votre honneur, Cass, » dit-il, les yeux brillants. « Grâce à vous, je peux voyager sans avoir peur pour mes enfants. » Amélie sourit doucement. « La justice n'est pas pour moi seule, docteur. Elle est pour nous tous. » L'enquête fédérale s'étendit rapidement, révélant que les pratiques discriminatoires d'Étoile Airlines n'étaient pas isolées. Marianne, creusant plus loin, découvrit que d'autres compagnies aériennes utilisaient des tactiques similaires, bien que moins explicites. Ces articles poussèrent le Parlement européen à envisager des réformes à l'échelle continentale, incluant des audits indépendants pour toutes les entreprises recevant des subventions publiques.
Étoile Airlines, sous pression, entra en crise. Les actions chutèrent de 23% en une semaine, et les réservations s'effondrèrent de 30%. Jacques Morel tenta de se distancier du scandale, jurant qu'il n'avait jamais vu les emails incriminants. Mais un dossier découvert par Sarah montrait qu'il avait approuvé des primes pour les employés ayant le moins de plaintes, ignorant que ces plaintes étaient systématiquement étouffées par Pierre. La compagnie risquait la faillite si les sanctions fédérales s'alourdissaient. L'autorité de l'aviation civile française imposa une amende immédiate de 5 millions d'euros pour des infractions liées aux politiques discriminatoires, et un audit complet fut ordonné. Des mois plus tard, Amélie retourna à Charles de Gaulle pour un vol de routine. La porte C12, autrefois théâtre de son humiliation, était méconnaissable. Des affiches proclamaient une politique de tolérance zéro pour la discrimination, et chaque interaction entre le personnel et les passagers était enregistrée par des caméras surveillées par des observateurs fédéraux. Une jeune agente, Camille et Laurent, l'accueillit avec un sourire professionnel. Cosette et bonjour Madame Dubois. Tout est ce prêt pour votre embarquement en première classe, dit-elle, scannant son nouveau passeport avec efficacité. Amélie, toujours en sweatshirt et basket, fut surprise d'être reconnue, mais le ton de Camille était respectueux, sans trace de flagornerie. Bon vol, votre honneur, ajouta-t-elle avec un sourire sincère. Amélie hocha la tête, touchée par ce changement tangible. Étoile Airlines, sous la direction d'une nouvelle responsable de la diversité, Sophie Laurent, l'ancienne collègue de Claire qui avait tenté de l'arrêter, mit en place des formations rigoureuses de 40 heures pour tous les employés. Les anciens programmes en ligne d'1 heure, inefficaces, furent abandonnés au profit de tests écrits et d'exercices pratiques. Aucun cas de discrimination n'avait été signalé depuis des mois. La loi Amélie Dubois, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, imposa des rapports obligatoires pour toutes les plaintes de discrimination dans les 24 heures, avec des sanctions sévères pour non-conformité. Les entreprises utilisant des infrastructures publiques pouvaient perdre leurs contrats fédéraux en cas de violation des droits civils. Amélie devint une conférencière recherchée, s'exprimant lors de conférences internationales sur le transport et l'éthique. La discrimination n'est pas seulement immorale, déclara-t-elle lors d'un sommet à Bruxelles, elle est une menace pour la cohésion sociale et la sécurité nationale. Un moment émouvant survint lorsqu'Amélie croisa Jean, le passager témoin, lors d'une conférence à Paris. Il était accompagné de sa fille Aïcha, désormais étudiante en droit, inspirée par l'affaire. Juge Dubois, dit Jean, ému, grâce à vous, Aïcha voyage sans crainte. Vous avez changé les choses. Aïcha, timidement, ajouta, je veux devenir magistrate, comme vous. Amélie sourit, posant une main sur son épaule. La loi est un outil pour protéger, Aïcha. Utilise-le bien. Alors qu'elle embarquait pour son vol, Amélie regarda par le hublot, l'aéroport Charles de Gaulle s'éloignant sous les ailes de l'avion. Le système judiciaire avait fonctionné, non par vengeance, mais par un changement durable. L'affaire d'un passeport déchiré avait réécrit les règles du ciel français, prouvant que la justice, lorsqu'elle est portée par la vérité, peut transformer une nation. L'histoire d'Amélie Dubois, juge fédérale confrontée à une discrimination brutale à l'aéroport Charles de Gaulle, résonne profondément dans le contexte de la culture française, où l'égalité et la justice sont des piliers de la République. Cette affaire, marquée par l'arrogance de Claire Dupont et la complicité d'un système corrompu chez Étoile Airlines, met en lumière une vérité universelle. Les préjugés, lorsqu'ils sont institutionnalisés, menacent la dignité humaine et la cohésion sociale. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est le calme d'Amélie face à l'injustice. Sa retenue, forgée par des années d'expérience judiciaire, montre qu'on peut répondre à la haine par la raison et à l'humiliation par la dignité. Cette force intérieure, alliée à son refus de se laisser définir par son apparence, est une leçon d'élégance morale que nous pouvons tous appliquer. En France, où l'idéal de l'égalité est inscrit dans la devise nationale, cette affaire nous rappelle que cet idéal est fragile et exige une vigilance constante. Dans la vie quotidienne, cette histoire nous enseigne à ne pas juger autrui sur son apparence ou ses origines. Que ce soit au travail, dans les transports ou dans nos interactions sociales, nous devons cultiver l'empathie et remettre en question nos propres biais. Comme Amélie,
nous pouvons choisir de répondre aux injustices avec calme et détermination, en utilisant les outils à notre disposition, la loi, la parole, la solidarité, pour faire changer les choses. L'acte courageux de Julien, le lanceur d'alerte, nous montre qu'un individu, même discret, peut bouleverser un système corrompu en osant parler. Enfin, cette affaire souligne l'importance de la responsabilité collective, les entreprises, les institutions et les citoyens doivent s'unir pour éradiquer la discrimination systémique. Appliquons ces leçons en étant des acteurs du changement, en dénonçant l'injustice et en soutenant ceux qui luttent pour l'égalité. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou vos propres expériences. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice.